continuer et terminer malheureusement avec, toujours dans cette volonté de grappiller certains aspects majeurs de la pensée d'Étienne. Et nous allons terminer avec ce dont il a dit, que c'était le plus beau projet auquel il a été humainement associé, c'est-à-dire cette association des pratiques d'intermédiation culturelle, alors qu'ils se sont qui ont été mises en œuvre dans le cadre de procédures d'assistance éducative par les juges des enfants, dans des contextes où effectivement étaient participantes des familles originaires de l'immigration maghrébine ou subsaharienne, et où effectivement cette approche d'intermédiation culturelle auquel le LHJP et Étienne ont été associés a été extrêmement fructueux. Donc je suis très heureuse de pouvoir faire intervenir Martine de Maximier et Jacqueline Tétécavo qui est là. Martine est magistrate honoraire, ancienne présidente de Camprise et du CNJ juge d'enfants, et Jacqueline est docteur en droit et intervient en patron de Paris avec Kinshasa. Je vous donne la parole pour nous présenter ce projet. On a combien de temps? Merci, nous ne plagerons pas parce qu'on est déjà qui doit partir. C'est du quand on a un quart d'heure de retard. Je vous avais jusqu'à au moins 16h45, quoi. Bon, alors je vais faire un petit peu la genèse de procédure qui est avec Étienne Leroy et laboratoire d'anthropologie juridique. A commencé par l'histoire, si j'étais avec, je le cite parce que c'est Thierry Barambé qui faisait des enfants et qui avait avec nous, parce que c'était important. Tous les deux, on était juste des enfants du 20e arrondissement, qui était en tout cas, qui est encore un peu un arrondissement avec une population, enfin à ce moment-là, c'était une population d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne, on va dire deuxième génération, enfin même si première génération, les parents étaient arrivés déjà un petit peu, c'est pas comme le 18e, mais c'était des gens qui venaient vraiment d'arriver, mais c'était des gens qui étaient installés quand même, mais les enfants, voilà, souvent étaient nés là-bas ou pas, étaient nés dans leur pays d'origine ou à Paris. Et les problématiques de ces familles n'étaient pas particulières, mais ce qui était particulier, c'est qu'on n'arrivait pas bien à établir la relation avec eux, on ne comprenait pas très bien leur fonctionnement, et eux, on sentait qu'ils ne comprenaient pas non plus ce que faisaient les juges de l'enfant. Alors, on en était là de notre relative insatisfaction, quand une éducatrice près du tribunal nous dit: je fais un stage dans la consultation de Toby Nathan, je ne sais pas si vous connaissez, et à Saint-Denis à ce moment-là, et je vous propose que Toby Nathan ou un des consultants viennent vous exposer dans votre réunion de juge des enfants ce qu'ils font. Parce qu'effectivement, elle savait aussi qu'il n'y a pas qu'une autre cabinet. On rencontrait des gens en situation de vulnération. Donc, un des consultants est venu expliquer, il nous a dit, écoutez, de toute façon, la consultation est ouverte, vous pouvez venir quand vous voulez, pour venir voir ce que c'est, et vous participerez de ce fait à la consultation. Donc, nous y sommes allés tous les deux. Donc, en gros, la consultation, donc vous devez savoir que ça, quand même. La consultation, c'est une consultation de groupe. Il y avait le thérapeute principal qui était Jonathan, puis autour de lui, des gens, des psychologues qui travaillaient en consultation, les étudiants, et même des gens comme nous qui venaient en stage ou qui venaient observer ou qui suivaient des familles qui allaient venir consulter. Ce dont je me souviens, c'est une famille qui était quasi, qui avait Toby Nathan et une psychologue d'origine catholique. Faisait le lien avec eux. Et ces gens parlent, et en fait, le principe, c'est tout circule. Et éventuellement, nous, on pouvait dire ce que dans notre culture, on pensait
de ce que disaient les gens, de leur mal-être, etc. Je trouvais ça très intéressant parce que ça voyageait. Les mythes dont on pouvait parler faisaient écho, chez moi en tout cas, à des mythes, à des contes de fées, enfin tout ce que vous voulez. Et c'était extrêmement intéressant au niveau échange. Et au bout du compte, les personnes qui avaient des malheurs possibles, on dit, le jour de notre mariage, on a vu une cousine qui lançait quelque chose sur le toit. C'est vrai, quand je suis rentrée chez moi, j'étais abasourdie, vraiment sans mots. Et puis, petit à petit, ça nous est venu, on s'est dit, en fait, c'est quand même intéressant. On envoie dans cette consultation à des familles où on ne comprend pas. Alors, première fois, alors comme d'habitude, je prends des précautions. Le premier coup, ça marche toujours très bien. Quand on ignore, c'est génial. En plus, c'était pas une affaire trop compliquée, il n'y avait pas de maladie mentale, et puis quand il y a une maladie mentale, c'est déjà compliqué. Et là, c'était un enfant qui avait à peu près 12-13 ans, qui était extrêmement violent à l'école, au point qu'il avait cassé une chaise sur le dos de la directrice. Et les temps n'étaient pas ceux qui sont maintenant, c'est pas venu au pénal, c'est venu en assistance éducative, protection de l'attention dans mon cabinet. Et le père me dit, je ne comprends pas, cet enfant, chez moi, il est très calme, c'est le plus doué de mes enfants, mais à l'école, c'est... Pof, j'en profite et je dis, moi non plus, monsieur, je ne comprends pas. Et si vous voulez, vous pouvez aller à la consultation, je vous propose d'aller à la consultation du professeur matin. Peut-être vous aider à comprendre. Il a accepté comme de la ça a été assez rapide, on a peut-être deux. Et ce qu'a conclu, c'est que cet enfant d'Afrique de l'Ouest, c'est un enfant d'une famille de griots. Je pense, hein, je m'adresse à des gens qui savent tout ce que c'est que les griots. Non, on peut dire non. Bon, ce sont des porteurs, des gens qui racontent, qui content, qui font des poèmes, qui jouent de la musique, et qui sont porteurs en même temps de l'histoire du c'est pour résumer, ils sont là au fait. Et c'est une caste. Son père était un grillé, mon grand-père, cet enfant était un grillé très renommé, et il avait été repéré comme étant aussi le successeur de son grand-père. Et à ce moment-là, la personne qui était un successeur du grillé, il était dans le bras, il a fait une espèce de distorsion qui fait que sa parole, elle devait être une peu. Donc, Toby Nathan lui a dit on ne bat pas le tambour dans l'eau. Il a compris. On l'a changé d'école. L'éducatrice a expliqué aux enseignants qu'est-ce qu'il en était. Et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Alors, il n'y aurait pas eu cette intervention. Je pense que cet enfant, il était parti pour la vie intense, un rejet scolaire. Bon, voilà, ça a très bien marché, ça n'a pas toujours été aussi bien, mais n'empêche que on a après coup, on a demandé au psychologue qui suivait l'enfant, enfin qui suivait cette famille, il restait quelques temps, au moins 6 mois, pour continuer à parler avec la famille, parce que le lien évidemment c'était fait. Et puis après, on a été plus loin, ça n'a plus été que des expertises. Ça a été ce qu'Étienne Leroy a appelé après, quand on a travaillé avec lui, les autres sciences d'intermédiation culturelle. Alors, ça, on l'a développé beaucoup avec le laboratoire d'anthropologie juridique de la Sorbonne, parce que Étienne avait rencontré Alain Gouet, qui était le président du tribunal de la France publique, qui était très très intéressé par ce qu'il faisait. Et
on a travaillé avec Étienne et les doctorants, et on parlait des cas, on a mis en place une déontologie pour comment on fait et attention à ce qu'on manipule, qui fait que malheureusement, parce que l'idée c'était, on décide jamais ça sans demander aux parents. Il fallait déjà expliquer au cours de l'audience qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on allait faire, que quelqu'un, en principe, c'était ça l'idée du départ, de la même origine culturelle, venait à l'audience. L'idée, c'était aussi que la personne qui allait faire l'intermédiation était quelqu'un qui était diplômé en France. Parce que c'était d'abord une garantie quand même, et en même temps, c'était aussi un message implicite qui pouvait être lancé aux familles, c'est-à-dire, vous voyez, il a fait le passage, et maintenant il est à ce point, il vient de chez nous, et ça peut se faire. Voilà, donc après c'était, oui, on commençait toujours l'intermédiation, évidemment par une audience, qui prenait beaucoup de temps. Là, moi, en tout cas, ce que je faisais, expliquer à la famille. Et donc, on se présentait d'abord. En fait, ça ressemblait aux consultations aussi, peut-être aussi. Mais la parole circulait parce qu'on disait à la famille, vous pouvez venir avec qui vous voulez, si possible d'ailleurs le père et la mère était souvent un centre des frères et sœurs, et éventuellement d'autres personnes de la famille ou du voisinage qui souhaitaient éventuellement voir participer. C'était important, parce que souvent autour d'eux, il y avait des gens qui étaient très importants dans la décision à prendre. Vous connaissez. Et puis il y avait les éducateurs qui suivaient la famille. Alors vous dire qu'au début ça a été simple avec les éducateurs, non. Parce qu'ils l'ont senti comme souvent un échec pour eux et qu'on demandait à quelqu'un d'autre de s'occuper de tout. Je trouve que tu as bien travaillé avec les éducateurs. Ça n'a pas toujours été le cas, c'était pas de laboratoire. Avec la consultation de maintenant, il y a des psychologues qui n'ont pas toujours été aussi et à la rencontre. Donc on reprenait l'origine de la mesure, il fallait quand même nommer le danger, les enfants ont saisi. Et après, moi je leur demandais plein de choses, comment ils étaient venus, pourquoi, quelle était la cause de leur migration. Ce n'était pas forcément sur comment ça s'attendait, qu'est-ce que faisaient leurs parents, les parents des parents, donc les parents. Alors là, parfois, les enfants, ils nous voient des bureaux parce qu'ils ne savaient pas du tout. On se rendait compte que les parents avaient très bien transmis de leur famille ou de leurs origines. Et quand un enfant qui n'a plus comme identité, finalement, une identité territoriale, il se rendait compte qu'il avait un grand-père ou une grand-mère qui avait un grand pouvoir et qui était très reconnu dans son couple, là, c'était autre chose. On les voyait même un peu se redresser, en fait. Ben voilà, on balayait avec l'aide, évidemment, de l'intermédiaire. On parlait en français souvent, parce que les gens disaient, moi je peux bien parler la langue, mais parfois, quand ça touchait trop au l'affectif, il passait, on ne voyait même pas le passage, il se mettait à parler en langue. Je vais un peu vite là. Bon, après, moi je me suis servi aussi de ça aux assises, quand j'étais plus assises, mais sous l'angle psychologique et psychologique. J'ai envie de dire que c'est aller à la rencontre, en fait, c'est pas très compliqué, hein. Aller à la rencontre avec une curiosité, intéressée par ce que vivent les gens et parce qu'ils peuvent nous apporter, délie beaucoup les choses. Et des outils, en fait. Et déjà, le fait de dire mais ce qui est intéressant de parler tout à l'heure, c'est que la présence de l'intermédiateur est intéressante parce que quand même, on n'est pas à l'abri d'une certaine manipulation de ce qu'on peut nous dire.
par exemple, dire oh, ben, c'est l'habitude de châtier beaucoup nos enfants. Enfin, en tout cas, on peut en parler. Mais si vous voulez, il y a des. On peut aussi se faire prendre dans une espèce de fascination de la culture de l'autre et pas se rendre compte qu'au fond, c'est pas si vrai que ça, ce qu'on raconte. Donc, le juge, c'était bien. Il y avait cette idée de pont, entre le juge et l'intermédiaire, et la famille et le juge. Et alors, autre chose, et puis je vais avant je raconterai après, c'est sur la faute. Voilà, tout tu peux faire. Non, je finis ça, puis je vais te dire. Ce qui me paraît aussi. Attends, oui, c'est ce dont on se rendait compte, c'est qu'en fait, les familles ne savaient pas qui était juge. Qu'est-ce qu'ils nous mettaient, à quelle place ils nous mettaient. C'est pas du tout évident. Et je donne un exemple d'une. Là, c'était en Éthiopie, enfin, c'était une psychologue de la frustration. Un enfant qui filait tout le temps. Et 14 ans, je crois. La mère dit au juge mettez-le en prison. Madame a 14 ans, je ne vais pas mettre en prison. Et de toute façon, les fugues, c'est pas un délit. Et elle continue à dire. Et en fait, l'homme dit attention. À Kinshasa, quand un enfant de bêtises, mes parents vont voir le commissaire de police et ils gardent leur protégé. Et pour elle, le juge des enfants, c'était comme le commissaire. C'était comme ça qu'il allait être. Mais cette parole n'aurait pas été dite, ils continuaient chacun de leur côté sans pouvoir se rencontrer. À partir de là, quand on dit moi je suis pas comme le commissaire de police, la loi française ne permet pas qu'on enferme les enfants comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer à parler. Bon, c'est quand même si ça dit. Alors vas-y. Alors, bon, moi, je suis particulièrement émue de parler je pense, parce que cette année, à la rentrée, il y a eu un cours à l'université de Kinshasa sur l'anthropologie juridique. Et donc, il a été beaucoup question de thèmes de moi. Et donc, on aimerait bien faire un hommage à le vin de Kinshasa. Professeur du droit anthropologique. Dynamique, cette anthropologie dynamique dans laquelle on a pu. Alors, c'est pourquoi l'intermédiation culturelle? Parce que beaucoup de gens pensent, on parle de médiation culturelle, et Ténéra avait insisté sur la terre de l'entre-deux, parce que le médiateur était aussi nommé par le juge. C'était pas un médiateur comme on pouvait, habituellement rencontrer les deux parties. C'est le magistrat qui impose un peu en quelque sorte cette personne à être là, ce entre-deux culturel pour pouvoir se rencontrer. Et vraiment dans cette question de l'interculturalité, on aura beaucoup écrit du jeu du cul, ce mouvement qui permettait justement ce dialogue. Et, donc moi j'ai repris un peu dans ma thèse sur la communication culturelle, un peu des témoignages sur la magnifique des France du Père, de servir, certes, une partie de servir de pont entre deux cultures, mais faire aussi des balises pour pouvoir prendre ce cheminement, pouvoir avancer. Et donc les jeunes avaient besoin d'avoir des éclairages pour pouvoir avancer. Et les intermédiaires culturels étaient là en quelque sorte des balises pour ces jeunes, comme vient de dire Maxime, en ayant fait eux-mêmes le passage, en étant dans les universités françaises, en connaissant la culture française, ils avaient aussi de balises pour ces enfants de pouvoir traverser, et aussi pour leurs parents, ils voient que c'est possible. Aujourd'hui, dans le monde des possibles, ça permet vraiment ce monde des possibles pour pouvoir cheminer. Et donc, l'intermédiaire culturel, l'intermédiateur culturel, c'était. Je suis ravie de voir, il n'y avait pas trop, hein, parce que Stéphane Tessin nous a permis aussi de voir une réflexion, parce que c'était pas quelque chose qui. Il y a eu cette réflexion certainement au niveau
des tribunaux, mais en amont, au laboratoire, on avait pensé, on avait fait un voyage avec tout ça, comment c'est vraiment ça, qui sont les enfants des rues. Donc tout a commencé sur toutes ces questions de s'interroger sur les questions de l'autre. Libra avait aussi fait pas mal de choses aussi, ces questions-là. Au moment, c'est pas un travail de plusieurs regards qui permettait vraiment de rencontrer l'autre. Il fallait plusieurs regards. Et, donc, je pense que toutes ces choses précursoires m'ont permis à moi, qui était intermédiaire culturel, de pouvoir être plus à l'aise pour rencontrer les familles. Parce qu'on n'était pas seul même au laboratoire, on avait des plans de rencontres où chacun présentait un peu son travail, son regard de Laura, qui avait quand même. Donc moi, j'ai des très bons souvenirs où vous reprenez de cette vision du monde, la vision du monde, où on pense, quand on est même d'idée de juriste, donc je suis anthropologue, juriste, et revendiquer cette identité parce que ça vous transforme. Et ça vous transforme de quelle manière donc, tout à l'heure, tu parlais de présentation. Quand je suis arrivée quand j'ai fait toutes mes études et que je me présentais Jackie Lotefoka. Pourquoi Jackie Lotefoka? Parce que c'est plus simple. Même au barreau de Paris, je suis inscrite Jackie Lotefoka. Parce que c'est plus simple et c'est de qui on parle. Et dès que je mettais Motimena, ça devenait un peu compliqué. Donc, Motimena, ça signifie quoi? Est-ce que c'est un nom, c'est un prénom, c'est quel nom? Et donc, le témoin m'a permis justement de reprendre cette identité-là de Motimena, qui m'inscrit dans une filiation, cette filiation patrilinéaire. Donc, en anthropologie, on parle de toutes ces questions-là, qui on est, où on se situe, de qui on parle. Et ça permet de mieux se présenter à l'unité. Dans l'interculturalité, pour que la rencontre puisse se faire, il faut savoir qui est le sujet, le jeu, et que les deux puissent se rencontrer et ensemble recréer une nouvelle histoire. Donc, quand on ne sait pas qui on est, quand on n'a pas fait ce retour, on s'interroge pas sur qui on est, c'est assez compliqué. Et donc, dans l'intermédiation culturelle, les outils vous voyez, que j'emploie toujours, j'accompagne l'équipe de la protection de l'enfance sur les questions d'interculturalité basées sur l'intermédiation culturelle. On travaille sur le droit tripode, que justement le conseil de parler du droit. Quand on parle du droit, de quoi on parle? On a en général un personnel, on a la coutume, on a les habitudes. Et donc, quand on voit le sujet, on se dit, mais quand on parle du droit, on parle du juge, est-ce qu'il sait qui l'a fait? Est-ce qu'on est vraiment dans le cadre de la loi? Est-ce qu'on perçoit comme le magistrat, le juge, et c'est de quoi on parle, le nom général personnel, comme désigne le magistrat, comme le texte désigne le magistrat, ou comme un sorcier, une personne ayant autorité au niveau de la coutume. Donc, ça, on voit aussi dans le discours, c'est vraiment la question du discours, ou on va parler d'une nouvelle autorité, de quelque chose qu'on a déjà recréé au milieu des habitus, la société dans laquelle on évolue. Et donc, ces outils sur lesquels il a travaillé, ça nous a permis aussi de travailler la rencontre de l'autre. En prenant ce droit de l'époque, quand on parle du droit, on explique au panneau, on leur présente le cadre, où il se situe. Dans quel angle de ce triangle il fallait se situer. Ça, c'était très riche cette approche de Europe sur le travail, et qu'on utilise encore aujourd'hui au niveau de l'organisation. Ça, c'est vraiment le cadre du travail. Donc, c'est de la communication, certes, la communication basée sur une anthropologie dynamique dans laquelle il nous a inscrits dans tous les travaux qu'il a pu faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore vivant. La justice des mineurs fait encore appel à ces sachants pour pouvoir les éclairer. Donc, les textes de loi le permettent en institut éducatif. Il y a un institut du code qui permet justement l'intermédiaire culturel.
qui est l'article 1200 du Code de procédure civile, qui permet de dire en matière éducative, on doit tenir compte de l'aspect philosophique et culturel des familles pour enfants. Ça, c'est un des points, et il y a un autre article dans le Code qui amène les juges doivent toujours tenir compte, les juges doivent recueillir l'adhésion des familles pour les mesures qu'il instaure. Donc recueillir l'adhésion, ça crée déjà des enfants, le juge des enfants. Voilà, je dis le cadre de la société. Voilà. Donc c'est un cadre vraiment qui permettait justement ce dialogue, cette rencontre, de pouvoir travailler. Et l'application du laboratoire dans ce travail de recherche avec les magistrats partait d'un article qui avait par le laboratoire, c'était la différence culturelle argument devant la justice. Avant avait travaillé sur ce là. Donc ce rapport-là avait vraiment permis à nous de commencer la genèse de ce travail en chemin de cette continuité et à toute cette continuité. Donc moi j'ai donné un cours en septembre, il y avait 2000 élèves dans l'entreprise qui parlaient d'anthropologie et qui sont en demande. Oui. Alors, on peut illustrer ça par un cas pratique qu'on a ensemble. J'ai envie de le lire, parce que comme ça, je vais l'entendre de détails. Donc, on est encore au cas de l'assistance éducative, donc avec les principes habituels du cadre d'une audience. Enfin, il faut d'abord entendre les gens, motiver par écrit nos décisions, susceptibles d'appel, tout dire devant le juge, mais en plus, devant le juge de l'enfant, le juge doit s'efforcer de recueillir la vérité qu'il a déjà révélée. Ça, c'est très long, c'est le seul juge qui est obligé par la loi sur ça. Ça donne donc un ton, je ne l'ai pas dit au début, j'aurais dû le dire, un ton différent à nos audiences et surtout une recherche de l'adhésion véritable. Voilà. Et ça aussi, je pense qu'il nous a amené à aller plus loin dans la connaissance des familles qui n'étaient pas issues de la culture. Dans les 30 études, dans les françaises, de des choses très différentes. En tout cas, se demander si nos paroles et notre action étaient complètement comprises par les gens qui avaient donné leur accord. Voilà. Alors, ce dossier, c'est une jeune fille qu'on a prénommée Laura, bien sûr, on a changé de prénom. Elle a 11 ans. Elle fait une fugue, elle se réfugie chez une amie et elle se plaint de violences par sa mère. Sociale, du collège, appelle le procureur, la confie au foyer de l'enfance. Bonjour, comment vas-tu? Moi, j'ai essayé péniblement de participer à l'hommage à notre collègue moi. Je n'ai pas cessé d'avoir des problèmes. D'une part, parce que je commence à devenir sourd. J'ai coupé, c'est bon. J'ai coupé. Donc, le procureur agit en urgence et confie l'enfant au foyer. Elle écrit, la petite jeune de 11 ans, une lettre au juge des enfants où elle expose sa honte d'être partie de chez elle et d'avoir trahi sa mère, mais en même temps, sa résolution de ne plus revenir vivre avec elle, car elle dit qu'elle est inaffective. Je l'entends 3 jours, enfin c'était Michel, je l'entends une semaine après son admission au foyer. Elle me dit qu'elle est arrivée en France à 5 ans et demi et qu'elle ne s'est jamais entendue avec sa mère. En Afrique, elle a été élevée par ses tantes. Il n'avait vu son père qu'une seule fois. Et elle réitère sa demande de place. J'organise une rencontre mère-fille et Madame F, est empêchée, je sais pas, elle ne peut pas arriver dans le cabinet. Et je suis amenée à ordonner le maintien du placement de Laura parce que le foyer partait en vacances.
semaine, ils avaient bien investi cette jeune qui était très dynamique. Et bon, je prolonge pour lui. Mais j'entends la mère 3 jours plus tard. Alors elle est très émue, elle commence l'entretien en affirmant c'est ma fille, je l'aime bien, même trop. Elle explique qu'elle est venue en France pour étudier lorsque Laura avait 3 ans. Elle a une autre fille très jeune, issue de son mariage avec un autre homme que le père de Laura, avec qui le père de Laura elle a très peu de relations. Laura s'entend bien avec elle, mais Madame F pense qu'elle est jalouse de sa petite sœur. Elle réclame le retour de sa fille chez elle. Le premier rapport du foyer, rédigé pour une audience prévue 15 jours plus tard avec la mère et la fille, souligne la bonne acceptation de Laura au foyer, son comportement très positif et décidé. Le problème qu'elle voulait être avocate. Sur les relations mère-fille, Laura continue à s'inquiéter l'éventualité d'un retour chez sa mère et se montre très dur avec elle lors des entretiens organisés par le foyer, malgré les témoignages d'affection de la mère. L'élément le plus inattendu est la révélation faite à l'équipe éducative par Laura que sa mère serait en réalité sa tante et non sa mère. Celle-ci était restée en Afrique. C'est avec l'accord de sa mère que Laura serait venue sous cette nouvelle identité afin qu'elle puisse profiter d'une scolarité qu'elle ne pouvait lui offrir en Afrique. Mais Laura refusait d'aborder ce sujet devant Madame F lors de ses visites au foyer. Bien évidemment, je vais aborder cette question à l'audience. Consciente que le cas judiciaire était suffisamment contenant pour qu'on puisse y aborder cette question de la filiation, des secrets, pas souvent au cabinet du juge. Madame F a reconnu sans réticence cette modification de l'état civil de Laura, mais elle a expliqué, avec le souci qu'elle avait de venir en aide à sa sœur, qui ne pouvait plus s'occuper de sa fille, et qu'il la lui confiait afin qu'elle puisse faire des études. Lorsque Madame F est venue en France, c'était son propre père qui avait la charge de Laura. Le père de Laura ayant abandonné la mère et l'enfant. Elle souligne que Laura est toujours en relation avec sa mère au téléphone et la voit lorsqu'elles vont en Afrique. Quand leurs relations se sont dégradées, elle a proposé à Laura de retourner vivre auprès de sa mère, mais elle a refusé, et la mère aussi. Alors on se trouvait pleinement, comme moi, dans une dimension culturelle. Les places et les rôles au sein de la famille n'étaient pas les mêmes dans la culture d'origine et dans celle du pays d'accueil. Je dois dire que parallèlement, j'avais suivi un MBA, enfin master de recherche de psychologie clinique, mais mention ethnique. Donc en fait, ça me parlait pas. Hein. La mère, la tante, etc. On avait des idées là-dessus. Mais j'estimais que ce n'était pas à moi de traiter la question. Donc j'ai proposé une intermédiation culturelle avec une anthropologue de laboratoire d'anthropologie juridique. Donc, en fait, ce que je voyais en tout cas, c'est que Laura, elle était déjà installée dans les sociétés françaises, qu'elle raisonnait dans sa tête avec les coutumes et les lois du pays d'accueil, et qu'elle se sentait décalée par rapport à ses compagnes de tâches, sûrement dans le système transmettre. Alors, j'ai donc proposé cette audience intermédiation culturelle qui a été aussitôt. Au cours de l'audience, à laquelle participait est-ce que je continue ou je vais écrire Madame L, intermédiatrice culturelle, Madame Madame L, Madame Notepk, Madame F, le mari, Laura, les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance et du foyer. Donc on se présente, le juge des enfants aborde aussitôt la question de la filiation. Et Madame L, alors Madame Notepk va nous parler de ce qu'elle a dit, parce que c'est pas moi qui le dis en fait. Donc elle vient de l'audience. C'est aussi descriptif. On apprend que c'est une filiation matrilinéaire assez spécifique. Il y a un très bon dictionnaire sur les définitions qui reprend un peu, on explique un peu les branches.
la tante, la tante avait adopté mon père, mais bon, elle était passer d'une main à l'autre, ça leur posait pas beaucoup de problèmes. Et elle avait fait tous les documents depuis l'origine que Laura avait une enfant petite et soit considérée comme ça. À tel point que son mari n'avait même pas connaissance que c'était pas la fille de cette. Il a appris à l'audience que c'était la nièce de sa fille. Mais pour elle, c'était naturel, évident que c'était sa fille. Dans la représentation, la nièce directe, c'était la fille. Donc, on ne peut pas dire que c'est une nièce. Les nièces, on est dans une parenté linéaire où les enfants de tantes sont les enfants et les nièces sont les nièces, mais pas du même don. Et donc, le mari, qui était assis, apprenait donc que la nièce de femme. Et bon, on est aussi dans une représentation de la question des origines, qui se pose à cet âge-là, de savoir qui on est. Et donc, elle a posé les bonnes questions. Hein, dans la société d'accueil, elle avait ses copines qui parlaient de temps, qui parlaient de elle se réalisait que pour elle, ça devenait compliqué d'appeler sa tante sa mère et sa tante voulait d'avoir une petite fille qui était sa cousine et aussi sa sœur. Donc il fallait qu'elle puisse avoir des repères sur ces questions-là. Et donc là, donc moi, j'ai pu lui expliquer la notion de filiation, on a pu en parler de part et d'autre. Et heureusement, le beau-père il arrive à la tante et il n'a pas pu le il était antillais, hein, il était en Espagne. Donc, bon, c'était très dans des questions de filiation africaine. Alors, ce qu'on peut dire, c'est en tout cas qu'au cours de l'audience, on a rappelé à Laura que, loin d'être dans la transgression, cette femme n'avait fait que respecter une loi conforme à sa culture. Et qu'elle lui montrait ainsi son amour éternel. Et du coup, je pense que ça a permis à Laura à la fois de respecter son appartenance à sa culture d'origine, mais aussi de s'installer en France comme elle le souhaitait. Et en fait, c'est vrai que la suite, elle a eu 6 mois de. Elle est sortie du foyer très vite, le temps qu'elle dise au revoir aux autres enfants, hein, 2-3 jours. Et il y a eu 6 mois d'assistance éducative qui, en fait, n'ont même pas duré 6 mois. C'était rentré dedans. Donc voilà, en fait, cette question de l'intermédiation culturelle, c'est quelque chose qui continue encore à exister, même si maintenant la loi est très compliquée parce qu'on peut plus faire appel dans le cadre de l'espère, mais ça doit passer dans le cadre Rien de c'est pas vrai. Circulaire, c'est pas la mienne. Oui, voilà. Donc on peut plus financer des compliqué. Oui, mais c'est un problème de gros sous dans une circulaire, mais la loi, la loi, on fait toujours appel à des experts. Il y a toujours une possibilité que le juge demande à tout sachant d'être éclairé sur une question qui ne connaît pas bien. Enfin, c'est un article du code de procédure. De même, à la limite, en assistance éducative, ce n'est pas nécessaire que ce soit une association qui exerce l'assistance éducative. Donc, c'est pareil. On peut se faire aider par toute personne. On avait négocié ça au tribunal de Paris et à la cour d'appel de Paris. On a fait ça, on avait la caution, mais c'était des magistrats qui étaient très intéressés par ça. Donc, elle gêne. Et ça reste toujours donc le sujet d'actualité, puisque moi je suis invitée chez moi par la cour d'appel de Lyon qui a intéressé. Voilà, en fait, des enfants, il y a d'autres qui continuent donc à DNL tous les ans à parler de l'intermédiation culturelle des enfants de familles venues d'ailleurs. Donc c'est l'occasion de pouvoir témoigner un peu de tout ce travail. La formation.
finalement, de ce que peut donner l'accord des pièces, les gens, généralement, sur le vivant, je pense quelque chose de très bon, d'ailleurs. Parce qu'on est tous à se demander, mais qu'est-ce qui va se passer pour cette jeune fille et est-ce qu'elle va rester avec sa tante derrière son mari? Est-ce qu'elle va partir? Oui, c'est la question. Je vais rester placée, c'est pas une chose. On pense que déjà Eclipse c'était le plus beau projet sur le plan humain sur le coup, il a été associé, alors on comprend très bien dans votre Les gens qui ont travaillé là-dessus. Ici, moi, je fais partie de ceux qu'Étienne a fait, en fait, et je l'ai suivi dans toutes ces aventures de 1988 jusqu'à son exécuté. Donc, cette procédure, hein, pour compléter, c'est à la suite des travaux d'Olivier Barrière au Mali. Et je vous avais dit tout à l'heure qu'il avait été au Sénégal pour essayer de voir comment les choses sont validées ou pas. Où j'ai fait de la médiation foncière, de la redistribution des terres au Sénégal dans 40 communes. Et donc, je reviens en 96, depuis 97. En 1997, il y a Alain Bruyère, le président de l'Union pour enfants, et Thierry Ballanger, donc sont venus, je pense, en 96. Ouais, ils sont venus donc au laboratoire, et le professeur Leroy me prévient avec Camille Puyou, que donc il y a ce rendez-vous où le tribunal pour enfants de Paris sollicite l'intervention des experts pour venir en appui aux magistrats. Et donc, on a assisté à la rencontre. Et donc, vous avez pour mission de rédiger le code éthique et déontologie que je vais présenter au professeur Jean Leroy. Donc, il m'a tout le temps mis en défi, donc je tremble parce que c'est des choses que je n'ai jamais faites. Mais lui, il dit qu'il faut faire la recherche par la recherche. Et donc, il n'y a pas de cadeau. Et par moment, je m'excuse du terme lorsqu'on a signé pour nos doctorats, il dit, vous avez signé pour un chier. Excusez-moi, c'est le terme que j'utilise souvent. Et donc, on rencontre le président Briel et son collègue, donc Thierry Ballanger. Et donc, ils définissent, enfin, qu'ils formulent leur demande et Étienne Leroy répond favorablement à la demande. Et donc, le code éthique et déontologique a été rédigé. Et donc, on se retrouvait régulièrement au tribunal pour enfants de Paris. J'avais la charge d'être le chef de projet de sa coordonnée, mais je soumettais à la structure ce qui a été fait. Et mon voisin de gauche participait aussi donc à cette rencontre pour qu'on évalue avec les magistrats le travail qui a été fait. Et il y avait aussi une formation qui devait être faite, parce qu'on a fait cette formation. Les sachants dont parle de Maximé et Jackie, ce sont des doctorants. Donc, l'idée, c'est à la fois juriste et anthropologue du droit. C'est ça. C'est pas de faire le truc de grand stress, parce qu'en fait, en termes de médiation, la médiation, c'est une sorte de tarte à la crème. Qu'est-ce qui est à la base? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui régule? C'est la règle juridique qui régule. C'est pas autre chose, parce que l'idée, c'est pas de dire aux populations d'origine étrangère, vivez comme chez vous, ou bien oui, grâce à ceci, grâce à cela. Non, la règle, c'est la socialisation juridique, et donc c'est à la fois d'écouter la personne, mais en même temps aussi de l'insérer dans le processus civil chez nous. Donc ça s'entend. Voilà, donc nous, on ne leur disait pas, sortez le vendredi, jetez 3 œufs à gauche, à droite, et si les djinns vont vous réhabiliter dans votre demande. Non, c'était pas ça. C'était du droit. Donc, on apportait aux magistrats un éclairage anthropologique par rapport au fonctionnement de la famille, un éclairage anthropologique et juridique. Parce qu'en fait, les liens de parenté, les systèmes de parenté, c'est de l'ordre juridique. Parce que dans une même famille, puisqu'on est dans des familles patrilinéaires, les enfants de 2 frères sont frères et sœurs, mais les enfants de 2 sœurs sont aussi frères et sœurs, mais les enfants d'un frère et d'une sœur sont cousins. C'est que depuis les Jacques, ça renvoie à ce réseau-là, cet enfant. Voilà. Et donc, les choses sont faites. Il ne faut pas que je refasse une intervention, mais en même temps aussi, avec Étienne, on avait aussi, pendant 5 ans, on était intervenu à l'UNEM de Paris et de Bordeaux, en formation initiale, en formation continue, sur la démarche. Elle était cohérente en elle-même, et Denis Salas en avait fait aussi, donc une
une évaluation. Et donc, c'était une collaboration assez dense entre les magistrats, les juges pour enfants, les chercheurs du laboratoire d'emprise juridique, une expérience assez forte, assez dense, mais qui s'inscrit plutôt dans la mesure de la citoyenneté et aussi dans l'intégration des personnes dans le tissu social et civique français. Je m'abstiens dans la voix. Non, je veux dire, c'est une expérience qui était. Je suis quand même très très ému de la disparition d'Étienne, qui était un très très bon ami. Et depuis 1994, le premier prémisse de ses activités auprès de l'enfant intellectuel, il a demandé à me laisser simplement de participer au comité, de donner un regard interdisciplinaire qui soit justement plus juridique. Et en échange, je lui ai demandé de pouvoir m'aider à porter un regard juridique sur les questions des enfants de rue. Centre celle de l'enfance, et de fil d'aiguille, on a construit l'association Regard, le conseil général de pour refonder les mondes de solidarité, tout à fait actif, et avec le dont Jacqueline poursuit l'activité. Et on a porté cette action de propagation culturelle aussi au tribunal pour enfants de Paris, puis au tribunal pour enfants de Créteil, avec Catherine Sultan. Et donc, et la formation de nombreux interlocuteurs jusqu'à, malheureusement, la disparition de la plateforme pour des raisons institutionnelles, parce que, comme je le disais Alain, c'est très difficile de porter cette démarche interdisciplinaire et cette démarche aussi qui est à la fois théorique et pratique, parce que vraiment, Étienne avait la volonté que profite aux gens. Et pas un intellectuel détaché. Il fallait que ça profite à la matière humaine. Et comme c'était un petit peu aussi une revanche, c'est là que cette amitié s'est. Et je tente. Pour des raisons financières, parce que quand on a besoin d'argent, on doit en trouver. Quand le pouvoir politique se décide à ce que ce soit quelque chose d'important. Je rajouterais que la difficulté de l'organisation culturelle, c'est le milieu dans lequel nous, les juges qui changent souvent de poste, et le parent, quand c'était des laboratoires qui après avoir eu l'enfant, c'est parfait. C'était difficile de fidéliser la démarche. Mais je me permets, on avait un vivier, en fait, à chaque fois que les étudiants s'inscrivent, les nouveaux inscrits, on formait de nouveaux. Oui, après, il y a eu un moment, ça avait été possible. Mais non, il n'y a plus personne. Mais le thème continue à intéresser. Hein. Moi, oui, le thème m'intéresse. Le VNM, et puis dans la santé, par contre, on arrive à développer des choses. Là, maintenant, depuis 20 ans, beaucoup plus de choses. Et l'institution judiciaire, semble-t-il, il semble la personnalité d'Étienne. Moi, je sais que j'avais pris la direction des études que maintenant le cinéma et la LLM, effectivement, les gens s'inscrivaient, sont tous très intéressés. Du coup, comment on peut faire nous dans le programme parce qu'ils ne connaissent pas. Pareil, je pareil, ça nous intéresse beaucoup parce qu'ils comprennent très bien, ils connaissent ce qui est nécessaire. Mais il y a des réticences financières, c'est nouveau. Et surtout de gens qui peuvent. C'est vraiment très en main. Oui, les gens qui suivent à travailler, on n'a pas. Je pense que c'est plutôt du côté de l'institution judiciaire. Quand on a tous ces gens qui ne peuvent pas payer, oui, l'institution judiciaire ne trouve pas les moyens. On trouve les moyens pour construire des prisons, c'est le pays d'intermédiaire. C'est parce qu'en fait, au départ, l'expertise était bien payée. Je m'entends quand je dis.
Par la suite, il fallait faire une sorte de dissimulation qui consiste à dire que les experts font un travail social. Euh, voilà, ils sont payés comme tel. Mais c'est un investissement énorme. C'est un investissement énorme parce que c'est un travail terrain, c'est un investissement parce qu'il faut l'avoir fait. Parce que, comme M. Leroy me disait que je devais être le responsable de tout ça, donc il fallait que je mette ma main à la pâte. Donc j'ai fait on travaille le week-end, on fait des heures énormes, mais toutes les heures ne sont pas payées. Donc il y a une part bénévole, citoyenne, si je peux dire, mais on réinsère la famille dans le circuit. C'est ça qui est important. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu à travailler rue Mira, dans le 20e arrondissement, j'ai eu à travailler dans d'autres endroits. Mais lorsqu'on voit que la famille est complètement en détresse, et que par la suite, lorsqu'on lui explique la mission du juge pour enfants, ainsi que le rôle que joue la justice des mineurs par rapport à l'assistance éducative par milieu ouvert, la famille a un autre regard, le regard est inversé par rapport à l'institution, mais la famille aussi nous renvoie à la violence institutionnelle qui n'est pas fausse. Parce que dans la plupart des cas, les rapports des instances sociales sont des rapports de qualification, ce n'est pas des rapports de fait. Au lieu qu'ils disent il y a eu ça et ça, les instances sociales vont dire il y a maltraitance, parce que la qualification revient au juge. Donc les instances sociales, je m'excuse pour l'estime que je leur dois, le respect que je leur dois, ont déjà une vision négative de la famille qu'ils suivent. Et donc, une vision, je m'excuse, un peu coloniale, je m'excuse si je dis ça, mais enfin, je ne suis pas inspiré. Et donc, du coup, ça fausse les repères. On a, en ce moment, je suis à l'Internet depuis bientôt 20 ans, où on fait de la médiation, où on fait de l'enquête, tout ça. Il n'y a même pas de police municipale. Des choses ont pu être réglées avec notre collègue du laboratoire d'enquête. Vous voyez, donc ça veut dire que par la parole, on peut arriver à faire communiquer les gens pour que le regard qu'on a de l'autre par rapport à l'altérité dont parle Étienne Leroy, qu'on puisse inverser le regard et qu'on dise qu'on est entre êtres humains. Et voilà, et que ces gens-là ont une logique, une façon d'être, de penser, et que c'est à partir de ça aussi qu'on s'entend ou qu'on ne s'entend pas, ou qu'on négocie. Mais c'est facile. L'ironie du soir fait que cette affiche de la fenêtre, ça renvoie au premier emploi que je vous ai offert, Bottinella et Ibran, il y a 23 ans, au crédit que nous faisons une question pour la santé des sciences, pour lancer ce projet de révélation culturelle. J'ai eu dans une structure de santé qui portait un programme pour le tribunal pour enfants de Paris. De toute façon, le souci, c'est que ce n'est pas dans la tendance actuelle non plus. Hein. Non, c'est pas en tendance actuelle. On vit de ça. Enfin, il y a beaucoup de choses. On a créé un service tranquillité publique accès au droit. On a fait des cafés-rencontres entre enseignants, parents, élèves, pour faciliter la communication. Mais il y a l'Union européenne qui a financé en nous. Je suis venu avoir une voiture, hein, je ne le cache pas. Mais après, l'État dit qu'il ne peut plus financer. Voilà. Et voilà, quoi. On continue. Il y a des médiateurs qui sont occupés. Bon, en ce moment, j'en ai que 2, mais après un moment, vous en avez beaucoup. Mais voilà, ça, c'est la pratique. Hein. Je suis quotidiennement sur le terrain. Pourquoi tu parles de police municipale? Parce qu'il y a des. Pourquoi je parle? Non, parce que tu as dit on n'a pas de police. Mais parce que tout simplement, c'est quelque chose à la mode où on dit qu'il faut régler les problèmes. Tu parles, enfin bon, c'est parce que je vois celui-là. Hein. C'est plutôt. Oui, non, je sais, mais la police. Enfin, moi, je ne vois pas trop l'aide de la police municipale. Ils sont la tendance actuelle. Enfin, bon, moi, j'habite au Verviers. C'est pas ça, hein, c'est pas. C'est un contrat en tard. Vous ne voulez pas vous impliquer. Oui, c'est ça. C'est ça, finalement, ils l'ont vu parce que ça peut servir pour autre chose en matière de. Je vais voir ce qui se passe à Saint-Denis, c'est une campagne complexe. Mais parce que tout simplement, on a des sociétés qui valorisent plus la médiation de le contentieux. La société française est une société à contentieux. Contentieux, ça ne va pas, mon voisin, j'appelle la police. Je n'ai pas envie d'aller le voir parce qu'il me gêne. Donc il y a des sociétés qui sont construites autour du lien social et civique en mettant la médiation au centre et en valorisant le lien social. Mais on sait aussi que du point de vue de l'ordre, il y a des problèmes dans ces sociétés. Nous, on valorise l'ordre social, et donc, du coup, c'est ça aussi, mais il n'y a pas de souci, c'est pas fait. Hein.
à vous entendre, parce que ça, je ne connais pas du tout ces questions-là, ça veut dire qu'il n'y a plus de lieu de formation à l'intermédiation culturelle, zéro, et la disparition du... Il reste 2 intermédiaires culturels qui interviennent encore, moi et comment une loi ne suffit pas. Ne suffit pas pour faire des loi. il y a vraiment un cadre de formation, de laboratoire, après sur le terrain, des des stages. Il n'y a pas une seule tous les jours, si tu veux, mais ça durait. parce que la justice mineure, elle n'est pas très claire, les gens ne connaissent pas. Depuis l'an 2000, on essaie de monter un DU et chaque année, il y a des initiatives culturelles qui sont. Maintenant, c'est expertise culturelle, ce qui me paraît très choquant. Mais bon, c'est pas un petit choquant. Voilà, c'était le dernier truc en date. Ça va peut-être être jeté comme les autres. Au sein des universités. Si, continuez là. C'est ça. C'est Livia qui veut expertise culturelle. Et voilà, c'est oui, mais bon, mais attends. On ouvre un truc. Oui, oui, surtout pour qu'ils se rendent réunissent, ça c'est autre chose. Et je pense aussi que faire vivre la mémoire d'Étienne Loa, ce n'est pas de le pleurer, de se lamenter, c'est de rester dans la problématique qu'il avait construire les choses positivement. Je pense particulièrement à l'intermédiation culturelle qui lui était attachée, c'est d'avoir un collectif de chercheurs où on se concerte, où on dirige les choses, où les choses sont organisées. Ça, je pense qu'on rendait un grand hommage au professeur Étienne Leroy, plutôt que de faire les choses d'une façon dispersée, ce qui n'a jamais été son cas. Il a toujours travaillé collectivement, fédérant les équipes. Et je pense que nous qui fûmes ses élèves, et donc je pense que c'est bien qu'on puisse aussi se voir, se concerter. Et la même problématique est valable par rapport au foncier, par rapport aussi à l'intermédiation culturelle. C'est assez retentissant sur le plan à la fois intellectuel et sur le plan aussi de la construction du jeune citoyen. Et je pense que ça, on aurait franchi un cap qui est pertinent et c'est une façon de leur rendre hommage de façon ferme. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et justement, parce que quand je vous entends parler d'intégration culturelle ici, évidemment, ça me renvoie aux Comores aussi. Je pense qu'on n'a pas utilisé, je ne sais même plus les termes, mais les problématiques qui se posent entre les milieux sur le terrain, mais en plus de temps. Et de l'autre part, je n'ai pas parlé non plus d'autres projets, mais à Sainte-Marie, à Madagascar, où là, on est dans une perspective où il y a une norme. Le tribunal a homologué un DIN, c'est-à-dire une convention coutumière qui leur permet, en gros, d'acquitter la coutume sur leur vie. C'est un mythe. Et là, en termes d'intermédiation culturelle, c'est explosif. Parce que cette île, c'est une île superbe avec des opérateurs touristiques que étrangers et une pression migratoire très forte aussi pour l'accès aux ressources halieutiques. Et donc là, le climat il est explosif et aujourd'hui, le juge a fait ça, je ne pensais même pas que ce soit possible, mais c'est fait. Pour mettre en œuvre, pour appliquer effectivement ça va être, là, l'intermédiation culturelle, il va extrêmement y en avoir besoin. Donc, je pense que c'est important de pouvoir continuer, de pouvoir échanger, parce que c'est évident que les multiples graines qu'Étienne a semées de par ce monde, quand
vous écoutez, c'est clair qu'on est formé de la même manière. Et donc, Repenser, gérer la qualité plutôt que une démocratie et solidarité existe encore. Existe encore. Ça fait gêne parce que Ibra y arrive pas beaucoup en elle. Mais maintenant, c'est fait. Maintenant, Ibra propose et on a rendez-vous, on a fixé rendez-vous et on va. Mais ça, mais en même temps, c'est vrai que c'est vraiment compliqué de trouver une Parlement. Et sur tellement de sujets différents. Donc, Et ensuite, il y a toute une notion de l'oralité. C'est l'oralité, le samedi 25 novembre, nous avons l'oralité déficient. On n'a même pas besoin de prendre le métro. Elle serait lancée, les trains se déplacer, même à la fin de la va se déplacer. c'était de tout ça. Ça serait les œuvres juridiques, donc il y a Camille, c'est une très d'anthropologie. Camille, il a pas de lire, il ne pouvait pas d'ailleurs, oui, il a beaucoup aimé les sociaux. D'accord. De conclure, en tout cas pour cette journée, parce que manifestement, on lançait des projets, des discussions, de relance de certaines des contributions d'Étienne. C'est un objectif qui doit ouvrir. Avant de commencer, bien sûr, mille merci à Alix et Geneviève d'avoir initié cette journée. Je trouve cette une belle rencontre, pleine d'émotions pour moi, de vous avoir entendu, d'avoir retrouvé les anciens collègues et amis, Étienne. Beaucoup a été dit aujourd'hui. La densité de communication ont rendu compte rapport intellectuel d'Étienne et ont permis que sa pensée soit toujours actuelle et parmi nous. Enfin, l'anthropologie du droit ne devrait pas exister sans le relais, la qualité et la pérennité des thématiques pour la plupart qui ont été présentées ici. Il n'aurait pas non plus perduré en France son ancrage de son enseignement et de sa formation à l'université ou dans d'autres institutions, comme l'ISLA, et ainsi que sa diffusion aux Comores et dans les universités africaines comme le Cap, le Chassa ou le Conakry, le Conakry. Alors, il me semble qu'il fallait revenir à la genèse de la construction intellectuelle d'Étienne pour comprendre la ténacité et la constance avec laquelle il a construit sa recherche. Et tout d'abord, sa pensée est redevable des connaissances et redevable à l'Afrique. Votre connaissance acquise sur le terrain au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique francophone pour lesquels il s'est passionné. Le principal fil directeur de son cheminement intellectuel était de sortir d'une vision surplombante de l'Afrique et de sa matrice juridique qui était héritée de l'ère coloniale pour faire émerger une dynamique nouvelle des pays africains. Ce directeur l'a suivi tout le long de son parcours intellectuel puisque un dernier article posthume s'est intitulé « Pourquoi faut-il encore plaider la décolonisation juridique ou ailleurs ?» Ensuite, le laboratoire d'anthropologie juridique a représenté pour lui un lieu de créativité, d'ouverture, de remise en cause des savoirs illustrés, grâce non seulement aux discussions et aux analyses qui ont été développées avec les chercheurs de sud-africaines, qui étaient issus de toutes les nationalités, c'est ça qui est formidable, mais aussi à celle des nombreux partenaires extérieurs à l'université. Le laboratoire fut aussi, et ça Michel Bernier en a parlé, fut un lieu de combat où Michel Alliot, associé à la fondation d'une nouvelle discipline, ont œuvré pour que l'anthropologie juridique trouve sa place et est reconnue à part entière. Donc, c'était difficile, parce qu'il y a ce foisonnement de disciplines que apparemment, on n'en est pas sorti. Donc, Michel Vernier a illustré combien le Geneviève se définissant comme un réseau pluridisciplinaire
axé sur le développement des pays du Sud, mais que du fait en résonance avec les démarches du laboratoire. Je représentais ce VNDEV à lieu de coopération, s'organiser des colloques, des séminaires, en mettant à la disposition des étudiants toutes les informations qui étaient nécessaires pour progresser nos recherches. Enfin, les missions, les colloques et divers partenariats avec la Banque mondiale, la FAO, le PNUD et la CID ont contribué à travers des missions et d'expertise à proposer des solutions, mais en repensant autrement. Donc, Étienne n'a pas cherché tant à révolutionner qu'à transformer, à réformer, à questionner particulièrement le modèle juridique implanté en Afrique, en affirmant que les sociétés occidentales n'ont ni le monopole de l'universalité des droits, ni celui de la modernité. Dans la période contemporaine, qui qualifiée de transmoderne, était caractérisée par la complexité, il se devait de conjuguer les différentes temporalités de l'avant, du pendant et de l'après-modernité. Donc, il avait une vision qui était sur les trois espaces ensemble. Il encourageait particulièrement les étudiants africains à regarder en arrière leur enracinement culturel et ne pas faire un clone de la modernité. Si l'idée de la complexité, c'est l'acceptation du pluralisme des acteurs et de leur logique, cela implique d'échapper à un mode de pensée unitaire et il faut qu'on favorise un mode pluriel et l'acceptation de différence et de complémentarité. Donc, en explorant la pluralité des mots, le jeu des lois dont on a entendu parler par eux en 1999, à la fois théorique et pragmatique, répond à un triple enjeu, celui de la pédagogie, de la transmission et de la prise en compte de la complexité. Donc, Alain Bissonnet nous a rappelé la lecture dynamique à travers les 10 consignes données aux jeunes joueurs juristes. D'un point de vue méthodologique, la modélisation permet non seulement de comprendre la contribution et du droit comme spécificité culturelle, mais aussi d'aborder le jeu social par un recentrage sur les pratiques des acteurs dans toutes leurs dimensions sociales, internes, spatiales et religieuses. Alors cela donne des clés pour en comprendre les logiques internes et externes. Donc, comme nous l'a montré tout à l'heure Alain, en passant de la provocation de la recherche à la suppression, il nous a montré ce partage des connaissances en montrant l'influence d'Étienne sur les siens en Chine et au Rwanda, ainsi que la connaissance de ses écrits par les chercheurs américains et leur proximité avec les principales thématiques qu'il a abordées, comme par exemple le pluralisme, celle du droit, prétention universaliste. Alors, lors de cette journée, les axes principaux de la recherche d'Étienne, leur prolongement ont été dégagés. Ils ont pour trait commun celui de la sécurisation foncière et de la prévention des conflits, avec pour principal étayage le sens de la pratique des acteurs. C'est dans les décennies 80-90, là je voudrais rappeler, que les analyses sur la question foncière se sont largement développées au sein de la PREPA, qui est une association constituée au préalable des réseaux interdisciplinaires de chercheurs, des géographes, des économistes, des juristes, etc. Donc, à ce moment-là, face aux politiques propriétaristes de la Banque mondiale, à la gestion publique de constat que le droit isogène ne correspond pas aux réalités africaines, de nouvelles grilles d'interprétation ont été élaborées et ont eu un impact en termes de politique de développement. C'est Dominique qui nous a éclairé là-dessus. Et à travers cette question foncière, Étienne interpelle le droit comme preuve du monologisme à l'œuvre et particulièrement le droit de propriété privée à prétention universelle. Donc, le droit exogène appliqué dans les pays africains ne s'appliquant qu'à une infime partie de la population urbaine et élitiste et non rurale, de nouvelles redéfinitions et formulations s'imposent. Et c'est pour ça qu'arrive la théorie des maîtrises foncières qui permet de créer l'emboîtement de conceptions africaines coutumières dans celle moderne légale et qui ouvre d'autres possibilités pour expliquer le rapport de l'homme à la terre. Donc, on a eu la communication très intéressante de Dominique
sur l'AFD qui a souligné combien il y a eu il y a une évolution au cours de la décennie jusqu'en 2010. Et normalement, en 2010, il y a eu une reconnaissance, on commençait à reconnaître des droits coutumiers. Bon, je synthétise parce qu'on en a parlé. Alors, ainsi, le questionnement consacré il y a eu après le questionnement qui est consacré au commun, qui résulte d'un long processus pour Étienne, car d'abord, il avait identifié cette problématique au Sénégal. Il l'a repris au Congo-Brazzaville dans les années 1970 au cours de ses enseignements qui étaient dispensés sur l'histoire et l'institution de la. Alors là, Étienne a testé combien la généralité du paradigme des communs et de la communauté reposait sur la valeur du partage. Et il a considéré le communautarisme comme étant ce pôle médian entre individualisme et collectivisme. Les communs étaient associés au pluralisme juridique et territorial et permettent d'introduire la diversité et les dernières années de sa vie ont été marquées par un approfondissement de cette thématique dans le cadre du comité technique de l'Agence française de développement. Donc, s'inscrivant dans la problématique de la sécurisation foncière, les analyses de terrain de Sigrid et de Saïd, allés de Moïse aux Comores, illustrent l'entremêlement de strates superposées autant au niveau des formes du droit, ou homogènes, musulmans, modernes, que de l'entraînement des systèmes de propriété privée ou publique. Donc, vous avez mis en évidence ce concept de juridicité qui répond à un processus de négociation en s'appuyant sur l'intelligence pratique des comériens, les logiques fonctionnelles qui les animent et en prenant en compte leurs besoins propres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi Donc, par ailleurs, là c'est vraiment, je m'excuse, hein, je passe, je vous traite parce qu'on en a parlé il y a peu de temps. Par ailleurs, la question de la sécurisation foncière en Afrique, conditionnée à celle de la reproduction des sociétés, s'inscrit dans les recherches, ce que nous avons montré arrière, la recherche des forces viables de gestion des ressources renouvelables. Elle questionne non seulement la relation de l'homme par rapport à l'espace ou à la ressource, mais aussi les interactions entre les hommes. Donc, Olivier Barrière, par sa urgence écologique, a montré la difficulté de sortir de la vision pyramidale du droit. Et il a parlé d'une solidarité écologique entre systèmes vivants et non vivants, une interdépendance entre socio-système et écosystème, ainsi que de la négociation et de la médiation. Donc maintenant, je vais revenir au dernier axe qui est développé autour de l'intermédiation culturelle, donc que vous venez de donc je rappelle quand même que pour Étienne, si ce champ était formidable, il reste marginal, car parmi ses publications académiques depuis 1968, il occupait bien 30e de sa production de chercheurs. Mais il ne reste pas moins que la médiation reste présente et sous-jacente autant dans les travaux sur les communs, dans le contexte des pratiques des politiques foncières, des problèmes de développement, que dans les Alors, dans la perspective d'une reconstruction sociale, il considérait la médiation comme une école de citoyenneté et la forme la plus expressive de la négociation, capable de faire émerger du multisensus, non seulement du consensus. Donc là, je rappelle simplement que Étienne, comment il en est devenu à l'intermédiation culturelle, c'est à la suite d'un rapport dont on parlait tout à l'heure sur la différence culturelle et
observé en 1984 le déroulement de la justice mineure dans le cabinet du juge Antoine Darboux, qu'il a initié en 1995 une première expérience d'intermédiation culturelle à côté d'Alain Bruel. Donc, le laboratoire a vraiment servi de lieu d'expérimentation et de formation pour la création de l'intermédiation culturelle. Donc, vous avez rappelé que vous étiez avec Étienne, vous avez demandé les principales orientations méthodologiques et déontologiques en formant des doctorants. Et bon, après ça, c'est dit. Bon, alors pour terminer, je ne vais pas être très longue. Maintenant, je voudrais souligner la cohérence entre la vie personnelle d'Étienne et sa production scientifique qui recouvre une contribution, je l'ai trouvée dans sa bibliothèque, dans plus de 180 ouvrages, sans compter ses nombreux articles, ainsi qu'une quantité de 9 manuscrits. Tout d'abord, on peut associer la recherche sur les communs à sa croyance en la valeur du collectif. Il s'enracine dans son histoire familiale, car il était le quatrième d'une fratrie de 8 enfants. Ensuite, les fondements sur lesquels reposent ces analyses renvoient à la notion de partage, partage plutôt qu'échange dans un marché généralisé, partage et coopération plutôt que concurrence, partage des communs, partage de connaissances. Ils correspondent non seulement à son respect de la qualité sous sa triple dimension de différence, de complémentarité et de réciprocité, mais aussi à sa disponibilité vis-à-vis de l'autre et à son univers de vie privée. Les études relatives à la négociation, la médiation et l'intermédiation recoupent sa préoccupation de préserver la paix plutôt que d'accorder du crédit à la discorde et aux intérêts individuels. Conscient de la difficulté de régler un conflit, il préconise la régulation des conflits par la voie négociée, hors la loi, fondatrice d'une vraie paix sociale, car le droit n'est pas en soi créateur de liens sociaux liés. Enfin, toutes ces valeurs humanistes seraient incomplètes si elles n'étaient pas irriguées par une liberté intellectuelle face à l'académisme pour questionner la terre de l'autre, avec pour objectif de dépasser les clivages entre discipline et culture, afin de percer les mystères du droit et tenter d'améliorer celui du devenir humain. Alors, pour fermer la boucle par laquelle Étienne avait commencé sa carrière, c'est-à-dire l'Afrique, je citerai les propos d'une scientifique kenyane, Cheryl Kerama, qui a découvert le gène responsable de la psychose pulmonaire idiopathique, donc ça c'est tout un programme, et elle a donc écrit « La science se nourrit de diversité, plus nous serons inclusifs, plus vite nous résoudrons les problèmes par l'Afrique et pour l'Afrique. » Voilà. Votre rapport à Saint-Étienne n'est peut-être pas séparé le plus officiellement, mais officieusement, tout le monde sait quel rôle vous y avez joué. C'est très difficile parce que évidemment, c'est pas la neutralité d'un chercheur sociologue. C'est comme ça. D'ailleurs, sinon on l'aurait pas. C'est un peu qui connaît aussi ces populations. Et intervenir, vous avez l'impression que vous souhaitiez intervenir. Moi, je crois pas. Il entend pas. Juste pour